Salon de la radio et de l'audio digital. L'interview sur Connect en Air, depuis le Salon de la radio. Et bienvenue à tous, très heureux de vous retrouver ici sur le salon de la radio et de l'audio digital sur le Radio du Salon. Ça me fait bizarre de refaire un peu de radio, ça me rappelle de grands souvenirs. Et aujourd'hui on va parler de podcast et de monétisation de podcast, puisque vous le savez que c'est la grande actualité du moment, le podcast qui est extrêmement présent cette année au salon de la radio et de l'audio digital, avec l'espace Pod Village qui accueille tout l'écosystème, des podcasteurs évidemment, des régies, des éditeurs, et puis des nouveaux acteurs qui n'étaient pas présents l'année dernière en 2019, puisqu'ils n'étaient pas présents sur le marché français. Et on reçoit aujourd'hui des représentants de Acast avec Yann Thébault, le patron France de Acast. Bonjour. Bonjour François. Et puis Salomé Dornon qui elle est la directrice commerciale, c'est ça, d'Acast. Bonjour François. Voilà, une régie et également un peu plus d'ailleurs, Acast, d'origine suédoise. Yann, tu as dirigé Spotify France pendant un certain temps, et là tu es arrivé dans ce nouveau défi. Tu as monté en mars la filiale française de Acast. En quelques mots, c'est quoi Acast ? Acast est une société suédoise qui effectivement n'est pas si nouvelle que ça, puisqu'elle est présente sur le marché du podcast depuis 6 ans maintenant. On vient d'ouvrir le marché français, comme tu le soulignais, et on a en fait 3 métiers principaux qui sont avant tout un métier d'hébergeur, un métier de diffuseur et distributeur et un métier de régie publicitaire. Donc l'idée, c'est de pouvoir accompagner les podcasteurs et de couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur pour les aider à être distribués, à émerger et à être monétisés. Alors on accueille également un autre acteur qui est sur le marché du podcast, Maxime Piquet, une société française. Tu diriges Ocha. On te connaît avec Radio King également, qui est un service de diffusion de radio sur internet et de web radio. C'était quoi l'idée d'Ocha ? C'était de se dire on va naturellement sur la délinéarisation après avoir été un acteur du streaming et de la radio linéaire. C'est un peu ça. En fait, c'est un constat que on a remarqué que en fait, la consommation qu'on avait aujourd'hui des médias avec Internet avait totalement changé, notamment avec la télévision et l'arrivée d'Internet. Finalement, on a eu YouTube, on a eu Netflix, et on est totalement délinéarisé. On a maintenant du contenu à la demande. Et nous qui faisions de la radio, on s'est dit mais cette consommation-là, il faut aussi qu'on la retrouve en audio. Et on n'a pas été chercher loin, on ne l'a pas inventé, ça existait déjà, mais on s'est dit ok, c'est le podcast. Et le podcast pour nous répondait à cette à ce nouveau besoin de pouvoir consommer de l'audio à la demande, avec en plus de la mobilité, avec en plus un catalogue extrêmement riche, enfin toutes les composantes qui pouvaient faire que ça avait de l'intérêt. Et en plus de ça, quand on s'est posé sur le sujet, nous qui sommes plutôt des techniciens, des ingénieurs, on a regardé la problématique et on s'est dit mais en fait si tu veux lancer un podcast demain, c'est pas si simple que ça, c'est pas si évident. Tu donnes pas ton podcast à Apple, tu donnes pas ton podcast à Spotify ou à Deezer, et t'es pas en ligne comme ça. Donc il y avait un vrai travail à faire. Et donc on s'est dit on peut répondre nous à cette problématique et proposer une solution technique. Alors chez Acast, vous avez racheté il y a quelques mois un concurrent d'Ocha qui était Pipa. Vous avez intégré son offre. L'idée, c'est que Acast allait d'abord voir des grands éditeurs, des podcasteurs qui généraient du trafic, et aujourd'hui vous allez voir même celui qui veut se lancer dans le podcast amateur entre guillemets. Est-ce que toute cette offre elle est compatible entre celui qui fait son podcast pour s'amuser, parce qu'il a une passion, parce qu'il veut faire quelque chose, pas forcément pour faire du business, et puis les grands podcasts business qui proviennent des éditeurs et notamment des éditeurs de presse. Alors l'idée derrière le rachat de Pipa, c'était effectivement de pouvoir compléter notre offre existante, dans le sens où Pipa nous permet maintenant d'avoir une offre en mode libre service, puisque n'importe quel podcasteur débutant notamment peut s'enregistrer et commencer à pouvoir être distribué sur l'ensemble de l'écosystème où on peut écouter un podcast. L'objectif, c'est de pouvoir essayer de développer leur audience pour pouvoir à terme les monétiser. Donc aujourd'hui, avec la solution Acast, on peut à la fois adresser les petits podcasteurs qui démarrent, mais également avec la solution Acast Premium, les grands groupes médias comme la BBC, Financial Times ou Le Monde en France qui veulent développer leur stratégie de podcast.
Les podcasteurs, chez Ocha, vous avez beaucoup de podcasteurs entre guillemets amateurs. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans ce qu'on a connu en 1980 avec l'arrivée des radios associatives? Est-ce qu'on n'est pas en train un peu de vivre ça dans le podcast, Maxime? Je crois qu'en fait le meilleur modèle pour moi c'est YouTube. C'est ce modèle où quand YouTube a commencé, tu as eu beaucoup d'indépendants qui ont voulu créer des vidéos sur YouTube et qui aujourd'hui pour certains sont des stars de YouTube. Et finalement j'ai l'impression qu'on vit un peu cette époque assez sympa sur le podcast. C'est que on est au commencement, et en France essentiellement, mais on est vraiment au commencement et c'est le bon moment pour tous les podcasteurs de se lancer et peut-être à terme justement de gagner une audience et de devenir peut-être la future star du podcast. Donc voilà, j'aime bien cette indépendance-là, même si aujourd'hui on travaille avec des entreprises, des marques, s'il y a des médias qui se positionnent aussi dessus. Donc nous, c'est notre rôle chez Ocha, c'est de travailler un peu avec l'ensemble de l'écosystème. Est-ce que on va en avoir des stars du podcast, des gens qui ont des notoriétés comme les youtubeurs, les instagrammeurs? Est-ce qu'il y en a déjà et est-ce que c'est quelque chose qui va arriver? Écoute, quand tu as le podcast de Fréquence Moderne qui sont sur le salon, sur le Pod Village, qui édite notamment le podcast de 2 heures de perdu, quand ce podcast-là met en ligne des billets pour remplir un Bataclan et que 2 heures après ils ont rempli le Bataclan et qu'ils le font 2 fois dans l'année, je pense qu'effectivement on peut se dire ok, le podcast quand même arrive à attirer des foules. Ça se ressent dans les audiences, ça? Ah mais totalement, attends, 2 heures de perdu, je pense que je connais pas leur audience particulièrement, mais ils ont des audiences incroyables. Et pour le coup là, t'es typiquement sur des indépendants. Je peux en parler, ils sont pas chez nous, mais je trouve ça, ils sont full indépendants et je trouve ça incroyable. Et s'hébergent eux-mêmes, ouais, tout à fait. Mais c'est très chouette ce qu'ils font. Nous, on est contents de pouvoir parfois leur filer un coup de main sur des trucs, mais ils ont pas besoin de nous, ils font tout très bien eux-mêmes et c'est super. Quand on s'était rencontrés pour la lettre pro de la radio, Yann, en mars, quand Acast s'est lancé, tu m'avais raconté de l'histoire My Dad Wrote a Porn en Angleterre, qui est un des plus grands podcasts natifs en Angleterre que vous avez vous chez Acast, et celui qui le fait est devenu une star en fait. Absolument, c'est un podcast qui a démarré from scratch, comme on dit en Angleterre. Aujourd'hui, il cumule 2 millions d'écoutes par semaine, donc ce qui est colossal, qui fait plus d'audience que certains médias en Angleterre. Et l'histoire est belle, puisqu'effectivement, ils ont réussi à vendre une adaptation de leurs droits à HBO en télé. Et donc, ils remplissent également des scènes, ils font du live, et ils vont faire des produits dérivés. Donc, c'est vraiment une success story. Et l'idée, c'est de pouvoir dénicher des pépites comme celle-là sur le marché français pour savoir, en fait, qui demain sera la prochaine star du podcast en France. Alors justement, là vous êtes arrivé en mars avec Acast, est-ce qu'il y a des choses qui sont en train d'émerger? Alors votre idée c'était peut-être d'aller les piquer chez les autres déjà, non? Non, pas chez nécessairement. Les autres hébergeurs, mais est-ce que vous en avez identifié des nouveaux là? On est en discussion avec beaucoup d'indépendants, de producteurs de contenu. Il y a plein de programmes qui sont en préparation, d'autres qui viennent de démarrer. C'est encore trop tôt pour savoir quelle sera la prochaine pépite. Aujourd'hui, l'enjeu en France, il est plus au niveau de la structuration du marché. Aussi bien sur la mesure de l'audience, puisqu'aujourd'hui, on entend encore des chiffres dissonants en fonction des sources. Donc ça, c'est vraiment le premier enjeu. Il y a la certification ACPM, et d'ailleurs, Ocha et Acast ont souscrit à cette certification, je crois. Il y a des projets en cours, avec la CPM notamment, pour que tout le monde puisse parler d'une seule et même voix. C'était très bien pour le marché du podcast. Et puis ensuite, on va voir comment se développent les usages. Donc c'est vrai qu'en France, on a souvent l'habitude de dire qu'on a 2-3 ans de retard par rapport au marché mature, comme l'Angleterre notamment. En France, on a besoin que la production s'intensifie, que les grands médias puissent effectivement proposer du contenu pour que ce ne reste pas pour l'instant un phénomène grandes agglos, CSP+, mais que tout le monde en France et dans les campagnes puisse parler podcast, écouter du podcast, vivre podcast, pour que ça se développe au maximum. Parce que moi, quand j'ouvre Apple Podcast sur mon iPhone, je regarde premier les grosses têtes, deuxième Affaires sensibles, troisième After Food de RMC. C'est très rare que je vois du podcast natif aller dans les 5 premiers. Est-ce que c'est quelque chose qui va changer à votre avis? C'est-à-dire qu'à un moment, les grosses têtes vont se faire dépasser peut-être par un futur My Dad Wrote a Porn français, non? C'est ce qu'on a vu notamment en Angleterre. C'est vrai que c'est avant tout la puissance de ces médias qui leur permet d'avoir ces audiences-là. Et aujourd'hui, on a très clairement le podcast replay et le podcast natif d'un autre côté. On voit que le replay en France reste encore majoritaire. Oui, parce que la radio en France est quand même un média historique, très puissant, avec une force de frappe qui fait que quand ils mettent en avant un programme, c'est écouté par des millions de personnes. Et donc la promotion à leur disposition est vraiment colossale. Mais j'ai bon espoir de voir qu'à terme, le podcast natif puisse rivaliser
concurrencer, voire dépasser les podcasts replay. Et honnêtement, ce qui tire la croissance aujourd'hui sur le marché du podcast, ce sont les podcasts natifs, parce que la diversité des sujets qui sont traités, la narration, l'innovation est portée par le podcast natif aujourd'hui en France. Justement, chez Ocha, toi, est-ce que tu vois peut-être dans les 5 premiers sur Apple Podcasts les plus écoutés d'arrivée de podcasts natifs? Est-ce que tu penses qu'à une échéance de 1 ou 2 ans, c'est quelque chose qui va arriver ou est-ce qu'on a tort de se comparer avec les États-Unis et l'Angleterre? Non, je pense que c'est quelque chose qui peut tout à fait arriver, effectivement, d'avoir plus de podcasts natifs, mais même de la part des radios. Moi, on travaille beaucoup avec des radios, et même les radios ont compris ça. Elles sont en train elles-mêmes de créer du podcast natif, et nous, on les encourage à avoir aussi cette démarche-là. C'est vrai que le replay, c'est intéressant parce que ça permet de consommer différemment la radio qu'on écoute, mais c'est intéressant aussi que ces radios qui ont l'habitude d'enregistrer, qui ont l'habitude du son, qui ont vraiment cette connaissance-là, revoient un peu leur modèle et se disent tiens, peut-être qu'il y a une autre forme d'écriture, peut-être que finalement on peut faire du podcast pour du podcast. Et nous vraiment avec Ocha et puis avec Radio King aussi, on les encourage à avoir un peu cette vision-là. Et tant mieux si elles font du podcast de cette façon. Par exemple, l'initiative, donc là, Europe 1 a décidé que maintenant c'était un podcast qui était diffusé à l'antenne. C'est des choses qui vont généraliser à votre avis? Ouais, très certainement, et c'est très malin. Là, t'es mis en podcast à 6h du matin et diffusé l'après-midi sur Europe 1. Exactement, mais c'est très malin de la part d'Europe 1 de faire ça. Et en plus, pour en avoir discuté, je sais que ça a très bien marché de faire ça, parce qu'il y a une vraie demande d'aller écouter ça, justement pourquoi ils le font, parce que c'est là où tu vas aller écouter dans ton trajet voiture, et donc tu veux l'avoir au matin pour l'écouter durant ton trajet voiture ou métro, etc. Donc c'est très smart. Alors on va parler de monétisation après avoir parlé d'émergence de médiatisation. Poser la question, je vais la poser à Salomé, est-ce qu'on peut gagner sa vie avec du podcast? Alors, sur les marchés américains et sur les marchés UK, c'est le cas. Il y a plein de podcasteurs qui gagnent leur vie complètement en étant... On crée des millionnaires aussi avec des podcasts ou pas? Oui. Alors, pas encore. Pas encore. En revanche, sur le marché français, on a bon espoir. On en a certains des gros podcasts, donc ça représente très peu de... Parmi les podcasteurs, ça représente un tout petit pourcentage. Mais à partir de 200 000 écoutes, on commence à avoir des personnes qui commencent à pouvoir en vivre de manière régulière, en tout cas grâce à la publicité notamment. Qui sont les annonceurs qui vont sur le podcast? Qu'est-ce qu'ils attendent? Puisque il faut pas se tromper, le podcast c'est pas de la radio, et on va pas générer un trafic de fou avec du podcast et avoir des audiences de masse comme on en a en télé ou en radio. Hein. Alors justement, les annonceurs radio et les annonceurs podcast ne sont absolument pas les mêmes, puisque la radio est un acteur drive to store au départ, c'est-à-dire que l'idée c'est surtout d'aller générer du trafic en magasin. Donc on va pas pouvoir... tu fais pas ta pige sur les radios. Hein. Pas du tout. On va pas pouvoir vendre des côtelettes de bœuf à 3 € par exemple pour générer du trafic chez Auchan. C'est un bon concept de podcast ça aussi. Hein. Ça peut se tenter. En revanche, on va vraiment travailler plus l'image de marque, travailler le discours, travailler également la philosophie en fait, et la valeur de la marque. Ce qui va intéresser les marques, c'est d'être au cœur de l'intime finalement des auditeurs. Et puis c'est la partie également sponsoring, puisque du coup ça va être le parti pris du podcasteur qui va parler au nom d'une marque. Et ça c'est quelque chose qui plaît énormément dans ce milieu-là. Chez Ocha, vous proposez aussi de la monétisation. Votre premier job, c'est de l'hébergement et de la médiatisation, mais vous proposez de la monétisation. Alors, la différence d'Acast, vous n'êtes pas régie pub en direct, c'est-à-dire que vous n'avez pas de commerciaux. C'est quoi votre modèle autour de la monétisation, vous ? Notre modèle, c'est d'être assez agnostique sur le domaine de proposer des solutions de monétisation et de proposer aux acteurs de choisir leurs moyens de monétiser. Alors, pour l'instant, on a intégré une solution qui s'appelle Soundcast et qui est notamment utilisée par le groupement des Indés Radio avec TF1 Publicité. Tout à fait, donc, on les a intégrés. Donc, ça permet, on a eu notamment là en décembre une campagne pour AXA sur les podcasts de Ocha. Et ça permet. Tous les podcasts de Ocha? C'est-à-dire si je suis chez Ocha, j'avais eu cette pub? On va faire un filtre qui est pour l'instant tous les podcasts qui ont au-dessus de 5000 et qui ont décidé par mois. 5000 écoutes par mois. Vous demandez l'autorisation? Et bien sûr. C'est notre modèle. C'est-à-dire que nous, on travaille pour les podcasteurs et que on laisse les podcasteurs décider s'ils veulent de la publicité, et on essaie vraiment de travailler avec eux sur un peu ce qui était dit sur le fait de correspondre un peu plus à leurs besoins, à leurs demandes. C'est-à-dire que effectivement les annonceurs ont des demandes d'être plus liés à des valeurs, mais les podcasteurs aussi. Et donc il y a un match à trouver, et pour l'instant
on sent, enfin nous qui sommes un peu extérieurs à ça, on sent que le match il n'est pas encore tout à fait fait parce que le programmatique, bon d'accord, mais ça marche pas encore tout à fait de cette façon. Donc on essaie de trouver de nouveaux modèles aussi avec les solutions et avec les podcasteurs. Chez Acast, il y a deux modèles. Il y a le Acast Open où on paye un abonnement comme au chat pour être hébergé. Et puis il y a la version business où là vous intégrez de la pub. Ça se passe comment vous décidez quel podcast vous monétisez et quel podcast vous ne monétisez pas? Parce que vous allez en direct voir les agences et les annonceurs. En fait, c'est la demande du podcasteur tout simplement. Soit le podcasteur est ouvert à la monétisation, et à ce moment-là, on va ouvrir les vannes pour le monétiser, soit il ne veut pas être monétisé, et c'est une discussion. Il y en a beaucoup qui disent non, moi ça m'intéresse pas. Non, parce que s'ils viennent chez nous, c'est qu'ils sont intéressés de générer des revenus, donc tout simplement, ils sont intéressés par la monétisation, et puis après, il y a tout un travail d'accompagnement, de savoir où est-ce qu'on place les curseurs publicitaires, la pression publicitaire qui va être décidée avec l'éditeur, de manière à pouvoir à la fois respecter l'expérience utilisateur, et puis en même temps optimiser la génération de revenus. Vous êtes jeune sur le marché français, j'imagine que Yann s'est entouré d'une équipe qui avait déjà un réseau. Comment on arrive comme ça en nouvel acteur? On va avoir Havas, Publicis, Groupe M, les agences et les annonceurs en direct. On leur dit voilà, on est une régie, puis on a des podcasts à vous proposer. Comment ça s'est passé, Salomé? Alors déjà, il y a une évangélisation complète à faire sur le marché du podcast. Y compris chez les agences. Y compris chez les agences, puisque finalement tout le monde veut faire du podcast. C'est essentiellement amené par les annonceurs finalement, mais personne ne sait comment faire. Donc déjà il y a cette évangélisation là à faire. Il y en a plein qui nous disent voilà, moi je veux faire du podcast, donc je vais appeler par exemple Apple Podcast. On est là, mais en fait ils répondent jamais. Ils ne répondent jamais de toute façon. Et puis ils ne sont pas là pour monétiser des podcasts qui ne leur appartiennent pas. Donc là, encore que ça va peut-être changer. Ça va peut-être changer, tout à fait. Donc voilà, donc il y a vraiment une partie évangélisation, et puis ensuite effectivement l'idée c'est d'aller voir et les annonceurs et les agences médias, à la fois les équipes digitales, à la fois les équipes radio, puisque en fonction des agences, en fonction de qui achète, ça dépend. Et quelle est la réponse actuelle des annonceurs? C'est difficile de les convaincre parce que ça demande une énergie folle pour expliquer ce qu'on fait. J'imagine que quand on est une régie radio, c'est assez facile de dire j'ai RTL, Fun Radio, Europe 1 à vous proposer, mais du podcast, mais c'est quoi ça, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça ressemble à quoi? Il y a un travail de fou avant d'avoir le premier euro, j'imagine. Alors pas tant que ça. Ah oui. Non, parce qu'en fait le podcast ça touche tout le monde, et surtout grâce à la presse et au RP qui tournent notamment sur LinkedIn et sur les réseaux sociaux professionnels, le podcast, vraiment il y a un engouement complet qui se fait au niveau des annonceurs. Et grâce au son de la radio notamment. Tout à fait. Tout le monde veut être le premier à être sur ce réseau-là, sur le podcast. Donc non, là-dessus on n'a pas de soucis. À date d'ailleurs, on a plus de demandes que d'offres. Et puis pour intervenir, ce qui nous facilite la tâche pour convaincre les annonceurs, c'est clair que si on compare l'audience des podcasts aujourd'hui par rapport à la radio, le reach est moins conséquent. En revanche, la qualité de l'audience qui écoute des podcasts est vraiment très pointue, et c'est aussi là que les annonceurs sont intéressés de communiquer sur les podcasts. On reproche souvent à la radio, on en parlait tout à l'heure lors de la matinée pub, la pression publicitaire qui repose d'abord sur l'auditeur et qui est toxique pour le média. Salomé à l'instant disait qu'il y avait plus de demandes que d'offres. C'est vrai ça? Je suis un peu dubitatif d'entendre ça. Aujourd'hui il y a une vraie effervescence. C'est-à-dire qu'à un moment vous dites non, on arrête, on passe pas plus de pub que ça. C'est-à-dire qu'un annonceur qui va nous briefer sur une campagne, par exemple, je dis n'importe quoi, de 30 000 €, on va peut-être lui dire on préfère prendre 20 000 ou 25 000 sur la période pour être sûr de pouvoir répondre à ses attentes. Et ça fait partie aussi du métier de la régie, de par survendre. Et donc c'est pour ça aussi que ce média a vraiment le vent en poupe, parce qu'il y a un effet un peu rareté en termes d'audience, et une audience très quali. Et les tarifs augmentent, comment ça se passe? Comment on établit des tarifs du podcast? C'est au coût par 1000, c'est ça Alors c'est vendu effectivement au coût par 1000, donc pour 1000 écoutes. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a donc des nouveaux canaux d'achat qui se développent, comme le programmatique notamment. C'est vrai qu'avec les techniques disponibles, on peut tout à fait garantir des prix planchers minimum pour les éditeurs. Et on gagne combien quand on est podcasteur? Je sais pas, vous nous reversez combien si on est un podcasteur? Ça dépend du contrat, mais c'est variable. En tout cas, la majorité des revenus qu'on génère reviennent aux podcasteurs.
D'accord, vous gardez pas la majorité, c'est-à-dire que votre taux de régie il est inférieur à 50%, c'est ça ? Exactement. Voilà. L'autre modèle, alors on a parlé de spot pur, il y a le host read également qui est important, c'est-à-dire dans la voix du podcasteur, on va parler du produit et on va créer une affinité avec ce produit en disant tout simplement que ce podcast est créé grâce au soutien de telle ou telle marque. C'est quelque chose qui émerge bien, ça, Maxime ? De plus en plus, je pense notamment, il était hier sur le Pod Village, Mathieu Stéphanie qui fait le podcast Génération Do It Yourself est un pro pour moi du host read. Il arrive à avoir des super campagnes et pour le coup, il parlait de Petit Bambou, notamment l'application de méditation. Par exemple, qui est d'ailleurs voisin de chez nous. Voilà, je pense à eux. Et typiquement, Mathieu Stéphanie arrive à avoir des jolis CPM en vendant lui-même ses campagnes. Ça vend plus cher en host read ? Ah, largement. Ouais. Largement parce que il y a ce côté sincérité. Ouais. Voilà. C'est que le podcast, c'est vraiment un média de sincérité. C'est un podcast, tu l'écoutes avec un casque en général, etc. On te susurre à l'oreille. Donc il y a un message, puis il y a un lien. Tu vois, moi j'écoute justement Mathieu Stéphanie. Il y a un lien qui se fait avec le podcast. Donc quand le podcasteur te parle d'un message en t'expliquant que bah oui, tu devrais regarder ce que fait Google parce que c'est vachement bien, lui il l'utilise aussi, etc. Ah bah ok, ça m'intéresse, ça m'interpelle. Et tu as un taux d'intention qui est nettement supérieur à un spot publicitaire classique qu'on peut écouter à la radio ou ailleurs. Le host read chez Acast, c'est quelque chose que vous mettez en place. Ça s'industrialise assez peu, le host read. C'est ça le problème aussi, non ? Ça demande de la gestion humaine qui va un peu au-delà du spot classique ou du programmatique. Hein. Alors les process sont bien rodés chez nous. Il y a 2-3 allers-retours entre le podcasteur et la marque. Ensuite, on a une techno d'insertion dynamique publicitaire qui nous permet d'insérer directement dans le flux à la volée le sponsoring. Et c'est vrai que c'est un format qui se développe énormément parce que c'est vrai qu'il y a un engagement de la part du podcasteur qui fait que quand il prend la parole pour le compte d'une marque, l'impact est démultiplié. Avant de rendre l'antenne pour terminer sur justement la monétisation du podcast, l'autre modèle c'est ce qu'on appelle la corbeille, le crowdfunding. Il y a d'ailleurs un acteur qui s'appelle Tipeee qui travaille justement sur ce modèle-là où finalement on crée son podcast puis on dit aux gens bah écoutez donnez ce que vous voulez. Ça c'est un modèle qui vous semble vertueux et qui va augmenter ou ça va rester quand même une niche? Moi, je pense que c'est un modèle assez intéressant. Alors il convient peut-être pas à tout le monde et puis ça dépend de ton affinité avec ta communauté, mais c'est un modèle qu'on voit chez certains acteurs qui marche bien effectivement, qui prend de plus en plus. Et en plus de ça, le podcast, c'est un média de sincérité, mais c'est en plus de ça un média extrêmement communautaire. Moi, j'ai jamais vu un média qui arrivait autant à rassembler et à fédérer des communautés. Et donc, c'est là où ce système-là marche plutôt bien. Et par exemple, tu vois, on le voit aussi avec la vidéo, avec Twitch notamment, où tu as beaucoup cette idée d'abonnement, de dons, etc. Ça devient de plus en plus commun de donner un petit peu pour justement avoir un média de qualité, neutre et sans publicité. Le podcast payant, Yann, tu me disais qu'à Acast vous allez proposer ça, c'est-à-dire la possibilité de proposer des pubs privées premium avec des marques de presse. Ça c'est quelque chose qui te semble va évoluer. On a vu notamment l'Express qui propose l'ensemble du magazine en version audio. C'est quelque chose qui est amené à se développer. Ça, est-ce que les gens sont prêts à payer pour ça? Alors absolument, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui il y a plein de modèles qui émergent, le marché se structure comme je le disais, donc c'est intéressant de voir les différentes expérimentations qui sont portées. Acast propose effectivement une solution qui s'appelle Access, qui permet à certains éditeurs comme une stratégie paywall d'éditer un fil privé pour ceux qui sont abonnés et qui donc ont accès à un podcast privé sans publicité et pouvoir donner accès à un fil public à d'autres personnes qui ne sont pas forcément abonnées avec de la publicité. Donc ça c'est un modèle qui est en test. C'est lancé en France? Pas encore. C'est lancé en Angleterre avec The Guardian et The Economist. En France, il y a des tests qui vont être menés incessamment sous peu. Avec qui? Je peux pas encore le dire, mais en tout cas... Des marques de presse plutôt?
plutôt des éditeurs de presse qui ont des stratégies paywall, Ouais, avec 50. pour enrichir leur offre d'abonnement. En fait, notamment. travailler à la fois l'acquisition et la fidélisation de leurs audiences. C'est la stratégie, je crois, par exemple, du Parisien et des Échos qui nous disait récemment lors d'Innov Audio à la Maison de la Radio à Paris, qui nous disait que ça permettait aussi pour eux de faire baisser le nombre d'abonnés, en tout cas même s'ils proposent un podcast gratuit, que ça fidélisait vraiment leurs abonnés, le fait de proposer du podcast. Et réduire le taux de churn, comme on dit en anglais. Exactement, j'ai pas osé le dire. Merci en tout cas à vous trois d'être venus nous parler du podcast. On vous retrouve au Pod Village évidemment jusqu'à demain soir sur le salon de la radio et de l'audio digital. Merci à Yann Thébault, le patron France d'Acast, Maxime Piquet, fondateur d'Ocha, et Salomé Dornon qui est directrice commerciale chez Acast France. Merci et puis bonne fin de salon. Merci François. Merci. Le salon de la radio et de l'audio digital. 3 jours pour découvrir toutes les nouveautés qui rythment l'ensemble du marché de la radio.